Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 7 de cette Vuelta 2022. Alors, vous le voyez, je fais cette présentation après l'étape numéro 6, je n'ai pas changé de t-shirt, tout simplement pour des raisons pratiques. Donc, c'est pour ça que j'enchaîne les deux présentations. Donc, je fais cette présentation, nous sommes le 24 août et il est 11h14 au moment où j'enregistre, mais c'est pour des raisons techniques. Étape qui ne va pas être si facile que ça, sprint, baroudeur, ça va être un sacré match. Peut-être à l'avantage des baroudeurs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos 3 favoris plus votre grosse cote pour cette étape. Et puis quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment les vidéos cyclisme, même si des fois YouTube a des petits problèmes au niveau des notifications. N'hésitez pas également à faire un petit tour du côté de TikTok, l'Amérique Production tout attaché, parce que vous allez avoir les débriefs express, on va dire, juste à l'arrivée des étapes, enfin à peu près 1 heure, un peu moins d'1 heure après l'arrivée de l'étape. Et puis le débrief complet entre 21h et 21h30 tous les soirs comme d'habitude. Gros match dans cette étape. Gros match pourquoi? Parce que vous avez techniquement, si on regarde les 60 derniers kilomètres, on se dit « Oh, ça va être un sprint ». Oui, mais avant, il y aura une côte de première catégorie qu'il faudra franchir. Est-ce que les sprinteurs arriveront à franchir une côte qui certes n'a pas des gros pourcentages mais est très longue? Pas sûr. Est-ce que ça va permettre aux baroudeurs de s'imposer? Pas sûr aussi, car si les sprinteurs sont intelligents, ils vont éviter qu'une grosse échappée sorte et surtout, ils vont essayer de rouler fort jusqu'au pied de la difficulté et puis ensuite de rouler pas trop fort. Mais est-ce que cette stratégie-là ne va pas permettre à un groupe de compte de sortir et de gagner la course? Beaucoup de questions sans réponse dans cette étape. Avec un parcours très intéressant, un type de parcours qu'on a rarement sur les grands tours. La grosse côte en plein milieu et où on ne sait pas trop ce qu'on va voir. Voilà, une grosse difficulté à 60 km de l'arrivée au niveau du sommet. Du côté des leaders, faut pas s'attendre à une bagarre entre favoris. La dernière difficulté étant trop loin de l'arrivée et puis surtout il va y avoir un gros week-end. Donc c'est pas intéressant, ça sera pas productif. Par contre, eh bien, pour pour les baroudeurs, ça peut être la première grosse opportunité. Pour les sprinteurs, ça peut être également une opportunité, mais il faudra être motivé, il faudra avoir envie de se faire mal. Et puis, si on se fait mal à 60 km de l'arrivée, qui dit qu'on arrivera à faire un gros sprint également dans le final? Ça peut en intimider plus d'un, cette difficulté du côté des sprinteurs. Et parmi les équipes de sprinteurs également. Donc on peut avoir énormément de scénarios possibles avec énormément de coureurs différents qui peuvent s'imposer. C'est dommage qu'on n'ait pas un Magnus Cort Nielsen parce que je pense qu'il aurait bien aimé cette étape sur ce Tour d'Espagne. Dénivelé positif, 3359 mètres d'altitude. Donc vous voyez, on a un gros dénivelé positif, mais placé sur la première moitié de parcours et notamment dans cette difficulté très longue en milieu d'étape. On regarde tout de suite le parcours de cette journée, de cette étape numéro 7, entre Camargo et Cistierna, ou Cistierna, je pense plus Cistierna, 191 km, et vous voyez, une première partie d'étape, 70 premiers kilomètres, pas tout plat. Ensuite, un long fond plat qui va nous emmener de Panes à Potes pour le Puerto de San Glorio pour ensuite redescendre vers l'arrivée à Cistierna. Départ de Camargo, comme vous le voyez sur ces 70 premiers kilomètres, pas mal de petites difficultés, notamment à la Barchès, notamment à Cabezón de la Salle, jusqu'à un peu avant Panes. Pendant les 60 premiers kilomètres, c'est assez vallonné, donc ça sera plutôt des routes en prise. Puis, entre Panes et Potes, pendant 30 km, on aura des routes en faux plat montant où on continuera de mettre des gros, on pourra mettre vraiment beaucoup de braquets dans ces difficultés-là. Puis ça continue de grimper. Là, on aura déjà pris 300 mètres sur 30 km. Puis sur les 10 km suivants, entre Potes et Botes, eh bien là, on va prendre 250 mètres, un peu plus de 250 mètres,
en seulement 10 km. Ça veut dire que la pente va s'accentuer. Et c'est à Botes qu'on attaque quasiment le Puerto de San Glorio, un petit peu avant Botes. 19 km 500 à 5,8 de moyenne côte de première catégorie, 126 km 500, c'est le kilométrage au sommet, c'est-à-dire qu'on sera à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée, 65 précisément. Ce Puerto San Glorio, vous voyez, il n'y a pas des gros pourcentages, il n'y a pas des pourcentages au-delà de 10%, mais c'est assez régulier quand même, surtout sur la dernière portion de montée, entre le kilomètre 14 et le kilomètre 19, où on sera entre 6 et 6,5%. Il y a 1 km, 2 km à 7,6 de moyenne entre le kilomètre 7 et le kilomètre 9 également, ce qu'il faudra prendre en compte. Mais ça redescend jamais vraiment, on oscille entre 5 et 7%, je dirais sur les pourcentages les plus importants, mais surtout entre 5 et 6,5% du côté de ce Puerto de San Glorio, 1600 mètres au sommet, ça c'est également à prendre en compte au niveau de l'altitude, et surtout 20 km de montée, c'est-à-dire que ça va être long pour les sprinteurs, et c'est peut-être plus la longueur que les pourcentages qui vont faire mal aux sprinteurs qui ne sont pas habitués à être dans la gestion de l'effort. Ce ne sont pas les coureurs les meilleurs dans la gestion de l'effort. Ensuite, on continue parce qu'après ce Puerto de San Glorio, ça redescend pas vraiment en fait. On aura un début de descente pendant 5-6 km. Déjà à Portilla de l'Arena, ça descend plus vraiment. Et puis on a Riano. Là, c'est vraiment du faux plat descendant, mais pas énorme. On aura le sprint bonification, le sprint intermédiaire à Las Salas à 1020 mètres d'altitude. Ça sera au kilomètre 168,5, c'est-à-dire à 23-24 km de l'arrivée. Et ensuite, l'arrivée à Cistierna. Pas une arrivée très technique de ce que j'ai vu sur la carte de l'organisateur de la Vuelta. Malgré tout, cette carte est à une échelle qui fait qu'on ne voit pas totalement tous les virages, mais j'ai l'impression que c'est pas hyper technique du côté de Cistierna en léger faux plat descendant. On va regarder tout de suite la météo, les températures qui restent similaires à celles de la veille, c'est-à-dire entre 20 et 23 degrés, nuageux sur le début d'étape, puis ensoleillé. Le risque de pluie sera de 50% sur la première moitié de parcours. Et puis au niveau du vent, c'est toujours un vent de nord, donc toujours la même direction un peu que la veille. Il sera entre 10 et 20 km/h, donc un peu plus faible que la veille, et de côté jusqu'à Panès, puis 3/4 d'eau jusqu'au sommet, et ensuite, lors de la descente, il sera de dos jusqu'à l'arrivée, donc le vent sera vraiment favorable pour une échappée dans la deuxième partie de course. Du côté de la stratégie, plusieurs possibilités. Soit nous avons une échappée de 15 à 20 coureurs qui va au bout, c'est-à-dire une grosse échappée, minimum 15 coureurs, avec des sprinteurs qui rouleront pour des grimpeurs, voilà, avec des équipiers qui se sacrifieront. Soit échappée de 6 à 8 coureurs en début de journée, c'est-à-dire vous avez une première échappée qui part, et puis un groupe de contre qui sort, au pied de la montée ou au sommet de la montée, et c'est un coureur de ce groupe de compte qui s'impose. Pourquoi un groupe de compte? Parce que les équipes de sprinteurs rouleraient et l'écart ne serait pas très élevé, sauf que dans la montée on aurait du mal à tenir un rythme important, et ce qui fait qu'on aurait des baroudeurs qui tenteraient de partir en contre. Et puis sinon, victoire du peloton avec un sprint, mais on n'aurait pas grand monde du côté des sprinteurs. Ça semble pas évident cette stratégie-là, parce qu'il faudrait qu'il y ait des équipes qui décident de mettre beaucoup de monde à rouler, et beaucoup de monde à rouler, ça veut dire qu'on risque de se retrouver dans une situation de contre, donc pas forcément facile. Parmi mes pronostics, j'ai décidé de mettre Mats Pedersen. En cas de sprint, oui. En cas d'échappée, aussi Mats Pedersen. Donc il est performant dans les deux situations, Mats Pedersen. Donc il faudra faire attention, même si la montée est peut-être un peu trop longue pour lui. Faudra voir pour Mats Pedersen. On peut aussi, parmi la stratégie, avoir des coureurs qui s'échappent dans la montée de première catégorie et qui soient rattrapés par un groupe de lâchés, parce que devant ça ne s'entende pas dans la descente, donc c'est seulement 2 coureurs face à un petit peloton de 10-15 coureurs qui arrivent à revenir à 10-15 km de l'arrivée. J'ai mis parmi mes favoris Jevine, parce que Jevine, déjà très performant au niveau des watts,
parce que pas forcément parmi les meilleurs grimpeurs du peloton, mais il est quand même pas mauvais dans ce domaine-là. Il peut gérer un effort de longue durée. Moi, je verrais plutôt Jevine partir en compte, c'est-à-dire qu'on tenterait peut-être le coup Tim Merlier, et puis on verrait que Tim Merlier lâche, et on tente ensuite Jevine pour aller chercher la gagne dans un groupe de contre. J'ai mis Ethan Etter, un petit peu comme Pedersen, que ça soit au sprint ou en échappée, il peut s'en sortir dans les deux cas, Ethan Etter. Donc c'est plutôt un avantage. Et puis en grosse cote, j'ai décidé de mettre Elie Gebert, le français de Arkea. Je pense que pour Maclay, ça sera trop dur. Donc ça peut être une opportunité pour Elie Gebert pour aller remporter une victoire. Du côté des horaires, départ 12h30. Comienza Puerto qui sera le pied du Puerto de San Glorio entre 15h et 15h22. Le Puerto de San Glorio entre 15h38 et 15h59. Et l'arrivée entre 17h15 et 17h46 du côté de Cistierna. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao!